Brestois, Brestoise, pas de jingle pour cette émission car elle est un peu spéciale. Bienvenue pour ce premier épisode hors série de Brestonner, on va appeler ça comme ça, puisque pas de Gaëtan Charbonnier, de Stade de Reims, de football, en tout cas pas principalement dans l'épisode d'aujourd'hui, mais bien de cyclisme, on va dire l'autre sport historique de la Bretagne. Le Tour de France aurait dû démarrer le week-end dernier, et notre invité du jour participera au Tour de France pour la première fois de sa carrière quand il démarrera fin août à Nice. Et donc on s'est dit que voilà, c'est la préparation du Stade brestois, il n'y a pas grand chose à dire. C'était l'occasion de changer un peu de sujet et d'accueillir des invités un peu qui viennent d'un monde un peu différent, avec toujours évidemment le Stade brestois en toile de fond, en tout cas la ville de Brest. Alors quoi de mieux que de faire l'évidente association entre Brest et le cyclisme en accueillant Valentin Madouas, qui nous fait la gentillesse d'être le premier invité un peu hors série de l'histoire du podcast. Et ça, bah déjà, merci Valentin d'être avec moi. Euh, Merci, merci. Est-ce que donc tu es dans les Pyrénées là actuellement en stage? Ouais, tout à fait. Je suis dans les Pyrénées au niveau de Saint-Lary où voilà, je me prépare tranquillement. Et, voilà, ça permet de changer un petit peu d'air avec la période qui a été, on va dire, un petit peu mouvementée où on est resté à la maison. Voilà, ça a permis de bouger un petit peu et ça fait beaucoup de bien. Ça fait pas un peu bizarre de faire une préparation collective en juin-juillet? Bah, c'est sûr, la préparation pour l'instant elle est un peu différente d'habitude. Là, actuellement, je suis tout seul. Enfin, je suis avec des amis en montagne. On va avoir un stage, nous, avec notre équipe, quand même, vers mi-juillet. C'est sûr que ça change énormément par rapport à d'habitude, où là, on serait en pleine compétition. Le Tour de France aurait débuté. Voilà, et les courses s'enchaîneraient. Donc là, on est encore au stade de préparation, donc ça change énormément. Mhm. Alors comment t'as fait toi pour garder la forme pendant le confinement? J'imagine un peu de home trainer. Est-ce que t'es plutôt Zwift, t'es pas trop Zwift? Ouais, bah moi j'ai été plutôt Zwift, hein. J'ai beaucoup utilisé cette application. Pour moi, tout s'est passé très très bien. Voilà, j'ai enchaîné pas mal de sorties sur l'home trainer. Ça permettait, on va dire, de pouvoir faire une activité physique et que le temps passe aussi plus vite, hein. C'est pas forcément pour garder la forme à 100%. L'objectif, c'est vraiment de se reposer et de penser à autre chose. Donc voilà, moi je l'ai fait dans le but de m'entretenir et voilà, de pas perdre non plus trop en niveau, même si voilà, l'objectif c'était surtout de pas prendre trop de poids et de garder, on va dire, une condition physique normale sans non plus être dans l'excès au niveau de l'entraînement et bien récupérer parce que là voilà, on a des grosses semaines et Mhm. puis il faut réussir à être fort et avoir beaucoup de fraîcheur. Mhm. T'as participé au Tour de Suisse virtuel? Ouais, j'ai fait 2 étapes du Tour de Suisse virtuel. Voilà, c'est quelque chose qui était sympa. Voilà, ça permet de mettre un peu de mouvement dans le confinement et voilà, ça a permis de retrouver un peu des sensations qu'on aurait dû avoir avec des compétitions, même si c'était quand même complètement différent. On était plus là pour comme un jeu plutôt que pour une performance, mais c'était quand même sympathique. Mhm. Est-ce qu'il y a des petits détails, des petits trucs que tu as découverts, que ce soit toi ou bien l'équipe en général au niveau de l'entraînement? Et est-ce que tu vas justement réussir à continuer à les utiliser ou les mettre en place dans ton quotidien? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu apprendre de ce confinement. Voilà, déjà de travailler énormément avec l'homme trainer, on a vu des côtés positifs, c'est sûr, des côtés négatifs également, mais ça on les connaissait, mais les côtés positifs, on va dire que voilà, ça permet de travailler du rythme sans trop faire de volume, qu'on peut quand même avoir un niveau très correct avec l'entraînement sur home trainer. Maintenant, il y a des super plateformes qui existent et qui permettent d'être tout simplement voilà, de retrouver un peu des sensations comme sur la route, de pouvoir faire des séances. Après, ça a permis aussi de pouvoir faire un peu de préparation physique, on va dire de la PPG avec du gainage plus régulièrement que ce qu'on peut faire à la normale. Et voilà, on a pu apprendre de beaucoup de choses et c'était un mal pour un bien pour les sportifs, je pense. Et toi, de ton côté, qui s'était fait une petite fracture de la mâchoire juste avant
le confinement, quoi, l'une des dernières courses Mhm. avant ce Ouais. confinement. Voilà, il y a un bon côté aussi à cette petite Ouais, bah trêve. voilà, c'est sûr que pour moi, ça a pas changé grand-chose parce que j'aurais pas pu courir pendant 2 mois et demi, on va dire. Donc pour moi, il n'y a pas eu il y a pas eu de grande différence. Enfin, voilà, je savais que j'allais être arrêté, et que j'aurais dû faire de l'homme trainer. Après, du coup, moi, j'ai commencé l'homme trainer 1 mois avant le confinement Mhm. presque. Donc ça m'a fait quand même 3 mois de d'home trainer, c'est quand même très long. Oui, oui, moi pour moi ça a permis de bien pouvoir récupérer et que la mâchoire, on va dire, se remette en place tranquillement et voilà, maintenant tout est dans un bon état et c'est le principal. Mhm. Alors depuis, tu as repris l'entraînement et transition toute trouvée, puisqu'il y a quelques jours, tu as rencontré Paul Le Guen, Tout à fait, ouais. euh, bah, du côté de Pincran, là où il habite, au moins ses parents habitent, puisqu'il est originaire de Oui. là-bas. Donc c'était assez insolite quand même comme rencontre. Ouais, bien sûr, bah, on l'a croisé, on va dire, devant chez ses parents. Et voilà, nous ça nous a surpris, j'étais avec des coéquipiers à moi et on a pu le rencontrer, voilà, il nous a fait signe, donc on s'est arrêté, on a pu discuter quelques minutes avec lui, c'était très sympa et c'était un échange vraiment vraiment cool. La personne est d'une gentillesse et d'une simplicité qui est assez impressionnante, donc bon, pour nous c'était un honneur de pouvoir parler avec une personne comme celle-là. Mhm. Et du coup, c'était un peu la rencontre, voilà, entre les deux sports historiques un peu de la Bretagne, le football et le cyclisme. Est-ce que ce sont également de ton côté deux de tes passions aussi? Ouais, bien sûr. Moi, le football, j'aime bien. Voilà, quand j'ai pas de compétition le dimanche, le samedi, d'aller voir les matchs, les matchs à Brest. Après, c'est sûr que voilà, pendant la trêve hivernale, j'ai plus le temps d'y aller. Mais moi, c'est un sport que j'aime bien. Et puis, on a la chance d'avoir une équipe qui joue en Ligue 1, donc à partir de là, c'est quand même, euh, c'est quand même cool de pouvoir voir les plus belles équipes françaises jouer au sein de sa ville, donc on en profite. Je crois que tu as commencé assez tard, hein, la bicyclette. Est-ce que tu Ouais. as taquiné un peu le ballon quand tu étais plus petit? Non, moi j'ai jamais fait de foot parce que j'aurais peut-être voulu en faire, mais j'ai toujours fait d'autres sports qui m'intéressaient également. Voilà, plutôt des sports individuels comme la natation, mais c'est pas pour autant que j'aimais pas le foot. Je jouais énormément avec mes copains, mes potes, en dehors de l'école et en dehors des sports que je pratiquais. C'est un sport que j'aime beaucoup et que je pratique toujours un petit peu pour rigoler, comme tout le monde avec les amis. Alors un peu à l'image de ton équipe de la Groupama FDJ, on a l'impression que le Stade brestois n'a jamais été aussi professionnel, ambitieux aussi. Est-ce que c'est aussi ton point de vue de l'extérieur? Ouais, bien sûr. Je pense que le Stade Brestois progresse d'année en année. On a vu cette année quand même qu'ils ont fait une très très belle saison. Voilà, ils ont fait des gros matchs. Voilà, j'ai pu voir la chance d'aller aller voir le match contre Lyon. Enfin, on voyait pas du tout d'écart entre les deux équipes, donc ça prouve comment dire l'équipe est arrivée à un niveau en tout cas en Ligue 1 qui risque de perdurer. En tout cas, je l'espère dans ce championnat et puis voilà, moi je pense que Brest est parti pour rester un maximum de temps en Ligue 1, en tout cas je l'espère, et ça peut faire que du bien à la ville d'avoir une équipe de foot aussi performante qu'elle est actuellement. Le club ne t'a jamais contacté pour quelconque opération? On avait émis l'idée d'un petit coup d'envoi fictif après Mhm. ta belle performance sur le Giro, par exemple. Je sais que bah, il y a Warren Barguil qui l'avait fait à Lorient après son maillot à pois, il me semble. Ça, on t'a jamais contacté de ton côté, toi? Non, moi on m'a jamais contacté au niveau du Stade Brestois. Après, voilà, si un jour j'ai l'occasion d'y aller, bien sûr que je répondrai présent, hein. C'est avec un honneur en tout cas. Mhm. Dans ton équipe, tu as aussi des fans de foot, hein. On sait par exemple que Thibaut Pinot
un fan assumé du PSG. J'imagine que c'est le cas pour d'autres coéquipiers. Ça parle assez foot dans l'équipe et voire dans le peloton. Dans le peloton, je sais pas. Voilà, quand on est dans le peloton, on parle pas forcément de foot. Après, au sein de l'équipe, oui, bien sûr, on a des coureurs qui sont très foot. Ça nous arrive très régulièrement pendant les compétitions, en tout cas la veille des courses le samedi soir, essentiellement de regarder le foot, voire le dimanche après l'étape ou voilà ou en semaine quand on a des courses par étape avec la Ligue des Champions mercredi soir. Ça arrive régulièrement de regarder des matchs et puis de voir des beaux matchs de foot. Après, voilà, on n'a pas de supporter, on va dire, à part Thibaut qui est vraiment un grand supporter du PSG. On n'a pas de grands supporters comme lui au sein de l'équipe, même si je pense que pour beaucoup de personnes, le foot reste un sport qu'ils adorent, qu'ils aiment suivre. Alors, on va changer un peu de sujet. Un sujet que voilà, tu en parles assez régulièrement parce que tu es pas mal demandé autour de tes études. Ouais. Est-ce que tu connais beaucoup de coureurs du peloton dans ton cas qui sont en double cursus? Ouais, actuellement, je pense qu'il y en a quelques-uns. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas forcément des études. Bah, on va dire, moi, je suis en école d'ingénieur, donc je sais qu'il n'y en a pas énormément qui sont dans ce cursus, mais il y en a quand même. Commence à y en avoir beaucoup bah, qui sont encore en études ou qui font des formations différentes. Je suis au sein de l'équipe, il y en a quand même pas mal qui vont faire voilà différentes formations, voilà, soit pour parler anglais, soit pour faire différentes langues, ou, voilà, pour devenir directeur sportif, mécanicien, etc. Il y a plein de formations que les coureurs sont susceptibles de faire et maintenant c'est devenu enfin c'est venu un peu dans les mœurs des coureurs de faire des études et préparer leur avenir, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Pour moi, je trouve que c'est une excellente chose. Après voilà, faut trouver un bon compromis avec son sport pour pouvoir le faire à 100%. On a une chance de faire le sport qu'on aime et bah, qui nous réussit mieux. On est payé grâce à eux, donc on se doit d'être aussi performant et que les études bah, ne jouent pas non plus trop dans notre performance physique parce que on est quand même salarié avec des partenaires, donc il faut être aussi réaliste et être à 100% dans ce qu'on fait, mais on voit que maintenant, voilà, ça n'empêche pas de pouvoir faire différentes études ou différentes formations. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment une chose super, super au sein de ce sport particulièrement. Ouais, à ce niveau-là, il y a une vraie différence entre le foot et le vélo. On se souvient notamment qu'il y avait Jérémy Roy qui avait un peu le même cursus que toi. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, Et il ouais, y a un bah, dénominateur commun qui est évident, c'est ton équipe, puisque ouais, vous partagiez le même maillot il y a quelques années. Est-ce tout que à fait. c'est justement quelque chose que ton équipe encourage, que la Groupama DG encourage? Ouais, bah nous, je sais que quand il y a des coureurs qui font des études, l'équipe est à 100% derrière elle. Bah voilà, nous on voit, ils ont créé une équipe continentale où la plupart des coureurs qui y sont encore en études ou font des diverses formations. Donc pour nous et au sein de l'équipe, c'est quelque chose qui est quand même important. Ils pensent aussi à l'avenir professionnel des coureurs et pas qu'à l'avenir cycliste. Je pense que voilà, le directeur sportif et notre manager ont eu l'habitude, étaient dans notre cas et n'avaient pas forcément tous des diplômes après leur carrière et pour certains ça a été sûrement très difficile de pouvoir trouver du travail. Donc maintenant, bah, voilà, tout le monde comprend l'inquiétude des coureurs quand ils passent professionnels de leur après-carrière et pour moi je suis persuadé que s'ils acceptent cela, bah, ça peut être que bénéfique même pour la carrière sportive du coureur parce qu'il n'aura pas du tout de pression pour son après-carrière. Il saura ce qu'il veut faire, il saura ce qu'il va faire surtout. Donc c'est quelque chose qui est très important et ça met énormément de sérénité pour le sportif et il peut être que performant avec un bagage pour après sa carrière. Il y a un de tes stages aussi qui a été en relation avec le vélo, puisque je crois il y a 1 ou 2 ans, tu as fait un stage dans une entreprise rennaise spécialisée dans la Oui, recherche dans le milieu sportif. tout à fait.
Est-ce que ce stage, par exemple, te permet d'en apprendre un peu plus sur ton métier et est-ce que ça t'aide à un certain degré justement dans le vélo? Ouais, bah, bien sûr, voilà, j'ai pu effectuer mon stage au sein d'un laboratoire de recherche M2S à Rennes qui m'a aidé à, on va dire, à me former. Donc pour moi, c'était quelque chose de très important parce que bah, déjà, ça m'a permis de valider mon année en école d'ingénieur et puis aussi d'apprendre un maximum sur bah, déjà sur les recherches qui peuvent être effectuées actuellement, sur pourquoi pas un métier que je pourrais réaliser plus tard. Après, après voilà, pour moi c'était très important et j'ai pu apprendre voilà beaucoup de choses. Ils ont été super cool avec moi, ils m'ont laissé faire mon sport également. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très positif et c'est sûr que ça m'aide pour ma carrière sportive et puis ça permet aussi de pouvoir voir comment se passe la vie également en dehors du sport et ça permet de relativiser la chance qu'on a et également d'être coureur cycliste et de pouvoir vivre de sa passion, même si bon, voilà, pour la plupart des personnes qui travaillent là-bas, leur passion c'est aussi leur travail, mais voilà, faire le sport qu'on aime et vivre pour ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors justement, passons un peu au cyclisme en lui-même. Est-ce que tu as une certaine appréhension par rapport au calendrier assez dense que tu vas avoir sur cette fin de saison ou sur cette saison en général Non, plutôt parce que pas elle n'a pas trop. démarré. Ouais, bah, pas trop pour moi. Pour moi, c'est pas une appréhension. Je sais on va avoir un programme qui va être, on va dire, très chargé avec un enchaînement de courses. Ça va rappeler un peu quand on était en amateur avec des courses presque tous les week-ends. Donc, Mhm. ça va être un programme chargé. Moi, j'ai pas trop d'appréhension particulière. Je sais que ça va être dur. Je m'y suis préparé et puis je donnerai mon maximum, je le sais, et tout se passera très bien. Peut-être que si tu avais 34-35 ans, tu n'aurais pas vu la même chose, le même point de vue. Ouais, c'est possible parce qu'on voit, enfin, je vois actuellement que mon niveau, je le retrouve très rapidement et très facilement. Donc, c'est sûr que plus on est jeune, plus on arrive à s'adapter à ce genre de situations qui sont extrêmes. Mais je me fais pas de soucis pour les coureurs de 34, 35 ans, voire plus. Ils savent comment s'entraîner, ils ont de l'expérience que nous on n'a pas et ça Mhm. permettra peut-être de compenser notre fougue et chacun va, pour moi, chacun va trouver un moment où il sera au top de sa forme et l'objectif ce sera vraiment de garder ce moment le plus longtemps possible. Est-ce que ça va peut-être te permettre de découvrir d'autres courses? Je pense que notamment, voilà, tu avais fait une plutôt belle performance sur Paris-Roubaix Espoir quand tu étais amateur, il me semble. Ouais, Tu avais fait une 7e place. Est-ce que peut-être que ouais, voilà un petit Paris-Roubaix, tu devais faire le Tour des Flandres, il me semble, cette saison? ouais. Bah, normalement je devais être au Tour des Flandres cette saison, pas au départ de Paris-Roubaix. Après c'est sûr que le programme actuel il a changé. Les courses sont plus aux dates aux dates évoquées et puis voilà moi mon souhait ce serait de participer à ce genre de course. Après c'est l'équipe qui fera ses choix, on va le savoir très rapidement normalement. Donc pour moi c'est sûr que je souhaiterais participer au Tour des Flandres à Paris-Roubaix. Après on verra si l'équipe accepte. Pour moi ce sera super. Après je suis réaliste aussi. J'aurai beaucoup de courses avant et beaucoup de jours de course, donc ce sera à moi de réussir à m'adapter à ça. Et puis voilà, s'ils acceptent pas, bah, je donnerai mon maximum sur les courses avant ou sur les courses qui me mettront. Mais pour moi, c'est sûr que ça peut être des objectifs et je désire y aller, c'est une évidence. Mhm. Et la question fatidique, est-ce que tu seras sur le Tour de France? Est-ce qu'il y aura un Brestois sur le Tour de France 2020? Bah ça, on verra peut-être. Normalement, l'équipe va communiquer rapidement sur les listes. Voilà, je sais que je suis dans la présélection. Après, reste à savoir si je serai au départ du tour. En tout cas, moi, voilà, ce sera un rêve de pouvoir participer à mon premier grand tour et j'espère pouvoir y être. Mhm. Est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver plus qu'une autre? Évidemment, tu n'as pas le droit de citer le Grand Prix cycliste de la ville de Brest, que de toute façon tu as déjà gagné en Oui, 2016, je tout à crois. fait. C'était ta première Ouais, victoire après ton le championnat de Bretagne. ouais. Voilà, est-ce qu'il y a une Euh, course particulière qui...
Bah, pour moi, non, pas forcément une course particulière. Vraiment, toutes les courses m'intéressent. C'est sûr, un titre de champion de France chez les pros, pour moi, ce serait une belle consécration parce que, enfin, je vois pas ma carrière sans un titre de champion de France chez les pros. C'est l'objectif, j'ai gagné au moins une fois cette épreuve. Donc, pour moi, voilà, c'est un maillot que j'aimerais porter toute une saison chez les pros. L'année dernière, je suis pas passé très très loin. J'étais dans le bon coup, donc ce sera à moi de donner mon maximum et d'essayer de remporter au moins une fois ce maillot. Et une fois que ce sera fait, voilà, c'est sûr, moi j'ai plein d'autres courses qui m'intéressent, gagner une étape sur un grand tour, sur le Tour de France, pourquoi pas, c'est des rêves absolus ou une grande classique, hein. Voilà, il y a plein d'épreuves, je suis ouvert à tout, on va dire, mais voilà, c'est sûr, porter le maillot de champion de France une année, ce serait super, super et c'est un rêve, en tout cas pour moi. Malheureusement, toi, là, t'es pas le seul. Hein, je crois que tout le monde a les mêmes objectifs. Ouais, Donc, je pense, ouais. C'est ça. Bah oui, mais bon. Heureusement d'ailleurs, c'est pour ça on fait ce métier. On mhm. espère tous pouvoir remporter un maximum de courses et lever les bras un maximum. C'est aussi pour ça qu'on travaille, pour faire gagner nos équipiers. Donc pour nous, voilà, on travaille pour ça, pour nos rêves et on fait tout, on travaille pour y arriver en tout cas. Alors, je parlais de cette saison 2016 qui était quand même assez incroyable de ta Ouais, part. Hein. Tu étais au Big 2000, donc sous les couleurs brestoises, et donc tu remportes le championnat de Bretagne. Tu es aussi champion de France amateur. ouais, Voilà, tu gagnes assez régulièrement quand même. Voilà, c'était quand même une saison assez incroyable. Hein. ouais. Bah moi c'est mon année fabuleuse, on va dire. J'ai été invaincu pendant presque 2 mois. J'ai gagné toutes les courses. J'ai eu 12 victoires à la fin de la saison. C'est quelque chose que je pensais jamais pouvoir réaliser. Et voilà, tout me réussissait. J'étais dans une phase complètement positive. Et mentalement, j'étais persuadé que tout allait bien. J'étais sûr de moi. Tout se passait très très bien. J'ai pu profiter un maximum de cette année avec ce maillot de champion de France amateur. Et voilà, j'ai des excellents souvenirs de cette année au Big 2000 parce que voilà, on était sur une phase positive, on était toujours placé, on était qu'avec une bande de potes. Pour moi, c'est presque mes meilleurs souvenirs sur le vélo. J'en garde encore des souvenirs extraordinaires et je pense que tous ceux qui ont partagé justement cette année avec moi au sein de cette équipe ont aussi que des moments positifs et c'est sûr, ça restera gravé toute notre vie dans notre, dans notre tête. C'est quelque chose qui nous a marqué. Et tu devais, j'imagine, sentir une sorte de sentiment de toute puissance, hein, parce que j'imagine voilà, que tu étais l'homme à battre tous les week-ends, et Ouais. pourtant, à chaque fois, bah, tu arrivais à sortir ton épingle du jeu et à t'imposer sur la ligne. Ouais, bah, c'est sûr, c'est quelque chose, bah, que je réalisais pas forcément sur le coup, quand on est dans des phases comme celle-là où tout réussit, voilà, tout le côté négatif est complètement éliminé, où il y a que des choses positives, on réalise pas du tout ce qui se passe, voilà, on est sur une autre planète, on va dire que voilà, il y a tout, vraiment tout qui nous réussit, mentalement, tout se passe bien, à la maison, tout se passe bien, avec les Mhm. copains, tout se passe bien. Puis, comme je l'ai dit, on était dans une équipe où tout le monde s'entendait hyper bien. Donc, à partir de là, on allait sur les courses avec le sourire, avec la banane, on rigolait tout le temps. Puis il y avait que des bonnes ambiances parce que les résultats suivaient également. Donc voilà, moi voilà, c'est sûr mes meilleurs moments sur le vélo et j'espère en tout cas en revivre aussi beaux très vite, mais en tout cas ces moments-là ne seront jamais effacés, c'est évident. Et depuis, donc, malheureusement, le Big 2000 a disparu. Oui, Est-ce que tu penses que ça peut être préjudiciable pour le cyclisme brestois, dans le sens où ça empêcherait peut-être certains jeunes brestois d'éclater au plus grand jour comme tu l'as fait, comme Olivier Legac, par exemple, l'a fait également? ouais, bah bien sûr, bah, de toute façon c'est une évidence. Ça va être un gros problème pour les années à venir, en tout cas pour le cyclisme finistérien. Après, maintenant, on a la chance d'avoir des équipes amateurs qui se professionnalisent de plus en plus. Ça prouve que maintenant on peut courir les plus grandes courses amateurs, pas forcément dans une équipe finistérienne. Après, là où il y a des inquiétudes, c'est plus voilà pour les coureurs qui sont étudiants. Moi, ça m'a aidé énormément parce que j'étais toujours en études et tous les déplacements partaient de Brest. Donc,
pour aller aux courses, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, voilà, va falloir faire des concessions pour ceux qui y arriveront. Mais voilà, maintenant on arrive à faire énormément de choses. Les équipes amateurs sont de plus en plus, sont plus en plus professionnels. Il y a énormément de budget maintenant pour les déplacements et voilà, pour qu'ils puissent exercer leur sport à haut niveau et qu'ils espèrent de passer professionnels. Mais après, voilà, c'est sûr, ça va changer énormément de choses. C'est quand même une simplicité et quelque chose qui m'a aidé à gagner énormément de temps et à pouvoir concilier mes études et le vélo. C'est une évidence. Est-ce que tu arrives toujours à suivre un peu le cyclisme local? Bon, oui, bien sûr, je regarde toujours un petit peu les résultats, que ce soit dans les journaux ou des fois même si j'ai l'occasion, j'essaie de passer voir certaines compétitions. Après, voilà, aussi, je suis quand même concentré sur ma carrière et sur mes courses, mais ça m'empêche pas de regarder ce qui se passe au niveau du Finistère et de la Bretagne. Alors on va avancer quelques années pour arriver à la saison 2019 et Oui. l'Amstel où alors ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais t'étais le spectateur avec la meilleure place du monde finalement. Mais Ouais. voilà, t'as quand même dû douiller quand même sévèrement, Ouais, puisque ouais. voilà, t'es à 8 kilomètres de l'arrivée, tu es donc le seul à prendre la roue de Mathieu Van Der Poel. C'est peut-être récemment l'une des courses qui m'a le plus marqué, hein. Le finish est quand même assez incroyable. Et voilà, est-ce que tu peux raconter un peu cette fin de course absolument dingue? Ouais, pour nous, c'était quelque chose qui s'est, voilà, qui s'est passé. On était dans l'euphorie un petit peu de la course. Moi, je jouais, voilà, la meilleure place possible. Je savais que les meilleurs étaient devant avec Alain Philippe et Fugelsang. Donc, pour moi, on jouait le podium, voire le top 5. C'était extraordinaire pour ma deuxième participation sur cette course. Donc, moi, je tente une attaque dans les derniers kilomètres, ça se regarde. Voilà, il y avait plus du tout d'organisation, il y avait plus d'équipiers, donc on était les hommes, on va dire, forts de la course, donc ça partait un peu dans tous les sens et j'arrive à faire une attaque. Et puis là, à un moment, je vois que derrière moi, il y a Van Der Poel qui revient, donc j'arrive à prendre sa roue et voilà, on rejoint quelques coureurs, on se retrouve un petit groupe de 5-6 coureurs, on s'entend tous ensemble, même si lui fait la majeure partie du travail. Puis après, voilà, on arrive à rentrer sur tous les coureurs qui sont devant et on se joue la gagne dans le dernier kilomètre. Après, voilà, moi perso, c'est une petite erreur. Je me laisse un peu décrocher, mais après recul, voilà, pour moi, je fais ce que j'ai à faire parce que ça, c'est impossible, on va dire, de savoir qu'il allait rouler plus sprinter. Je m'étais jamais imaginé ça. Pour moi, il y allait avoir forcément un moment où tout le monde allait se regarder quand on rentre sur les échappées. Donc voilà, je m'attendais à un moment où tout le monde se relève pour pouvoir lancer assez tôt. C'est pour ça que je m'étais mis un petit peu derrière, mais finalement, ce moment, il est jamais arrivé et puis ça a roulé super vite. Donc j'ai rien pu faire et puis voilà, j'ai obtenu une belle 8e place. En moi, c'est une belle satisfaction sur une des classiques qui était mes objectifs. Donc pour moi, j'étais très content, mais après, c'est sûr qu'il y avait mieux à aller chercher. Mais bon, voilà, ce sera pour les années futures, j'espère. Ça reste toujours une marge de progression, donc c'est plutôt Ouais, un défi à aller chercher. tout à fait. T'as fait les trois Ardennaises l'année dernière. Ouais. C'est quoi les différences majeures entre les trois? Voilà, l'Amstel, elle est plus typée flandrienne, ardennaise avec des enchaînements de monts assez courts. La Flèche wallonne, elle est rapide, c'est la classique la plus courte en termes de kilomètres, avec des enchaînements de bosses raides pour finir le mur d'Uy qui est une bosse courte, hein, faudrait aller, ça fait moins d'1 kilomètre ou 1 kilomètre, mais très très pentu. Donc une course typique vraiment puncher et Liège-Bastogne-Liège qui fait un monument, la course la plus longue, avec des enchaînements de monts très réguliers pendant toute la course, et des monts un petit peu typés plus grimpeurs, donc c'est plus une course puncher grimpeur qui se joue vraiment voilà dans le final avec les plus forts et voilà, c'est des courses qu'on arrivera à gagner qu'avec l'expérience parce que voilà, faut voir plusieurs physionomies de course et avoir de l'expérience pour pouvoir gagner ce genre de course. Et ta préférée, c'est laquelle? Bon, les trois sont belles. Après, moi, c'est sûr, Liège, c'est plus
c'est un objectif, c'est sûr, parce que c'est un monument et c'est la plus belle en termes de palmarès. Après, voilà, les trois me vont très bien, ils ont chacune leur spécialité. Donc voilà, le but c'est de s'adapter un maximum à la course et de pouvoir être performant sur les trois types de parcours. Mhm. Donc, quelques semaines plus tard, tu fais donc une 13e place sur le Giro pour ton premier grand tour. Est-ce que tu t'attendais à être aussi performant sur 3 semaines d'entrée de jeu? Non, pas forcément. C'est sûr, moi je m'attendais à être bien. Après, j'espérais être performant. Après, je m'étais pas trop imaginé être jouer un classement général. J'étais plus parti sur les étapes. Après, jouer un classement général entre guillemets 13e, c'est pas non plus une place. Voilà, c'est une très très belle place pour un premier grand tour, mais c'est pas une place des grands champions qui visent un classement général. C'est sûr que je suis dans les dans les derniers à ceux qui visaient vraiment le classement général. Après, moi je suis très satisfait de ma performance parce que c'était mon premier grand tour. J'avais aucune expérience sur cette course, j'avais pas fait de préparation optimum. Pour moi, c'est une très bonne surprise et j'ai adoré ce format de course. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a surpris, si je peux tourner la question comme ça, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans une course de 3 semaines? Bon, c'est l'enchaînement des étapes. Après, je m'étais préparé. Ensuite, voilà, j'ai pas forcément eu de surprise particulière. On vit un peu le jour le jour, donc on regarde étape après étape. On s'amuse pas à regarder non plus trop à l'avance le carnet de bord. Donc moi, j'ai pas eu de grosses surprises. Sûr, il y a des écarts, mais je m'étais préparé à quelque chose de très dur et voilà, ça a eu le jeu. Mais quand tout se passe bien, c'est sûr que c'est quand même plus facile et on s'adapte facilement à la course et on profite un maximum des ambiances particulières des grands tours. Et donc, en début de saison, tu te blesses et tu rates Paris-Nice. Euh, et beaucoup, dont toi, il me semble, disaient que c'était important de le faire pour apprendre à courir avec Thibaut Pinot. Qu'est-ce que ça veut dire finalement courir avec Thibaut Pinot? Apprendre à courir avec Thibaut Pinot. Pas mal de choses parce que déjà, moi, je jouais un peu ma sélection au Tour de France là-bas. J'ai pas d'expérience avec lui. Et lui, il vise sa saison, enfin, pas sa saison entière, mais il vise de gagner ou de faire un podium sur le Tour de France. Donc, si j'ai la chance de pouvoir être au départ de l'épreuve, mon but ce sera essentiellement de d'aider, de tout donner pour qu'il puisse faire la meilleure performance possible. Donc, c'est sûr que c'est des manières de courir. Il faut savoir courir avec un leader, le connaître parce que chaque coureur a sa spécialité, sa spécificité. Donc, l'objectif, c'est de connaître ses performances, comment il court, comment il se place. Donc, si on n'a pas cette expérience et qu'on arrive au départ de la plus grosse course du monde, il faut arriver à 100% et connaître son leader sur le bout des doigts. Sinon, c'est du temps perdu et puis voilà, si on peut faire des erreurs qui peuvent être préjudiciables sur une course de 3 semaines, on voit que ça joue à quelques secondes. Voilà, ça peut être des erreurs qui peuvent être faites qu'il faut éviter. Donc les erreurs, mieux vaut les faire sur des courses voilà, de préparation que de les faire plus tard sur le Tour de France. Donc voilà, pour moi, c'est sûr que c'est un peu préjudiciable de ne pas pouvoir courir. Après, j'espère que l'équipe prendra compte de ces blessures et qu'ils me feront confiance. Alors à propos de Thibaut Pinot, on est obligé de revenir sur la pire journée de 2019, hein. Voilà, à savoir son abandon du Tour de France. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais, où tu étais? Ouais, bah j'étais là-bas en plus, là où il avait abandonné. Parce que la veille, j'étais en train de manger avec eux à l'hôtel. J'étais en stage également dans les Alpes, donc lors du passage du Tour, j'ai pu le voir la veille, même sur le village départ le matin. Donc j'étais présent là-bas. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui était marquant pour l'équipe et pour le cyclisme français. C'est très dommageable, mais bon. Voilà, c'est la vie, c'est une carrière, faut passer à autre chose et il y aura de très belles sensations et de très belles nouvelles. En tout cas, je l'espère pour le prochain Tour de France en tout cas et on espère qu'il va pouvoir le remporter. Est-ce que de temps en temps tu y penses et ça te donne un peu plus envie de prendre une sorte de revanche sur l'histoire et d'aider ton leader à aller chercher ce qu'il devait aller chercher? Non, moi j'y pense pas forcément. Voilà, je suis là à m'entraîner, à donner mon maximum pour être déjà prêt si je peux y participer au Tour, pour être à 100% de mes capacités. Je pense que
voilà, c'est une expérience, forger sur le mental, mais faut aussi penser à autre chose et penser au moment présent et pas rester sur justement ces sensations qui peuvent être négatives. Mhm. Faut positiver un maximum et essayer de se préparer et être le plus fort possible lors de la compétition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en comparaison avec le Stade Brestois, la Groupama FDJ semble, voilà, année après année, pardon, devenir de plus en plus professionnelle, de plus en plus encadrée, ambitieuse, et ça doit être quand même assez stimulant de faire partie d'un tel projet quand même. Ouais, c'est sûr, bah, l'équipe elle investit énormément dans la recherche et développement, dans la formation, donc c'est sûr pour moi c'est quelque chose qui est important dans le choix de mes équipes et dans le choix de ma carrière, d'avoir une équipe qui est en développement sans cesse et qui reste qui reste pas sur ses acquis, qui cherche à progresser. C'est très stimulant, mais voilà, pour moi c'est un choix de faire partie d'une équipe comme celle-là, et je suis pas du tout déçu du résultat. Et on a l'impression aussi que c'est une sorte de locomotive pour le cyclisme français. Moi ça après, moi je peux pas trop en juger parce que je suis vraiment au sein de l'équipe et puis voilà, j'ai pas de regard extérieur là-dessus. Après, euh, voilà, nous on progresse, on est toujours présent et ils donnent leur maximum en tout cas pour pouvoir avoir le meilleur matériel et les meilleurs entraînements et que les courses sont dans les meilleures conditions. Donc c'est sûr que les autres équipes peut-être essayent de faire la même chose et ça peut être que bénéfique en tout cas. On n'a aussi jamais autant vu de jeunes coureurs devenir aussi forts très rapidement. Voilà, tu étais à la Classica San Sebastian quand Evenepoel a gagné. Évidemment Pogacar, Bernal, Sivakov et tous même David Gaudu par exemple. Est-ce que tu as une explication à ça ou voilà, peut-être la Moi, professionnalisation du non, pas cyclisme? forcément. Je pense que le cyclisme évolue. Les coureurs sont plus forts de plus en plus jeunes. Après, est-ce que leur carrière sera plus longue? Je pense pas. Je pense que la carrière va être raccourcie. Leur pic de forme est voilà plus jeune. Nous les Français, on est plus encore, on est plus voilà sur du long terme. Moi, je sais que j'ai encore la marge de progression que peut-être pas forcément en termes de volume, en termes de charge d'entraînement. Ils se mettent directement à 100%. Après, moi, j'ai un objectif de carrière longue et de pouvoir voilà, profiter et d'être performant tout au long de ma carrière, de progresser d'année en année. Et, voilà, après, chacun a des visions différentes. Je pense qu'eux sont à 100% de leur capacité à l'entraînement actuellement. Et c'est une très bonne chose aussi. C'est des visions différentes. C'est juste que voilà, chacun a des, chacun pense, on va dire, à être, à faire le maximum, voilà, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils progressent à leur allure. Voilà, s'il y en a qui veulent tout mettre de leur connaissance et de leur côté le plus tôt possible et avoir et gagner en étant très jeune, bah, c'est une très bonne chose pour eux. Moi, perso, c'est pas ma physionomie, c'est pas ma façon de voir les choses. Et c'est pas mon objectif. Après, je dis pas que je mets pas tout à 100% actuellement, mais je sais que j'ai la marge de progression du fait de mes études, du fait de mes entraînements. Voilà, je sais que je peux aller encore chercher plus loin et que j'ai encore voilà, j'ai encore une petite marge de progression à aller chercher. J'espère que elle arrivera année après année et que voilà, c'est de remporter un maximum de courses et avoir une carrière relativement longue au sein des différentes équipes, voire même voilà, si je peux, de mon équipe également. Donc voilà, mon objectif c'est de faire les meilleures performances possibles sur mon sport quoi. Alors on va terminer peut-être par des petits conseils. Est-ce que tu as des conseils pour les cyclistes qui nous écoutent sur les routes d'entraînement? Est-ce que tu as des endroits préférés dans la région? Bon ouais, moi c'est sûr que j'ai des endroits particuliers, j'adore rouler dans les monts d'arrêt, au niveau de voilà de la côte, moi c'est des endroits que je roule très régulièrement. Faire tout le port de mer, c'est quand même quelque chose qui est extra pour nous. Bon bah Valentin, je te remercie. Ben, Je te merci. remercie et Bon courage. bah non, bon courage à toi surtout pour cette fin de saison et on espère te voir triompher parce que tu es quand même un bel ambassadeur de la ville de Brest. Donc voilà, Merci. ça fait toujours plaisir de voir ça, un sportif qui brille et qui vient de nos terres. Donc on te remercie Merci. et bon courage.